en attendant que les gros moyens peut-être ne viennent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont les gros moyens qui vont les sortir un jour. Oui, ça c'est la vidéo des sociétés civiles, professeur Dessay et ses amis. Il fallait qu'on pose tout ça pour avoir les vidéos complètes, quoi. Donc c'est ça la réalité. Donc moi je tiens à féliciter tous ces amis-là qui se sont mobilisés. Ce n'est pas des actes gratuits. Nous sommes pour le moment dans la phase d'une certaine déconstruction de la peur et les symboles sont très importants. Et aujourd'hui, on a la chance qu'il y a des gens courageux sur le terrain qui bravent la peur, qui essaient de briser les murs du silence, qui font que les populations reprennent de l'espoir, qui font que les gens se disent, attendez, on peut faire pareil, on peut rejoindre ces gens-là. Moi, j'ai vu depuis le 6 juin comment des jeunes de la communauté des Amron ont commencé par faire des lives en Kabylie pour sensibiliser partout. Des jeunes filles, des jeunes dames. Tout ça, c'est un déclic. Pour le moment, les gens pensent qu'il n'y aura pas d'impact. Mais il y a un impact que vous ne percevez pas pour le moment. Mais celui qui sent l'impact, c'est Foy Gnassingbé. C'est lui qui le sent tout le jour. Qui est très embêté. Il n'était d'ailleurs pas au pays ces jours-ci. Il n'était d'ailleurs pas au pays ces jours-ci. Avant de faire prendre les dispositions. Il ne dort pas. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il dort très mal. Il dort très mal. Il n'arrive pas à s'émouvoir comme il le faisait avant. Parce que quelque part, il sent qu'il y a une pression dans le pays. Vous voyez tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, même sur TikTok, en train de déconstruire Foy Gnassingbé. Des jeunes qui ne prenaient pas la parole avant. C'est parce que quelque part, les murs de la peur est en train de s'effondrer petit à petit et que des gens se réveillent. Vous allez voir ce que l'impact de ce que Talon vient de faire au Bénin aura sur le Togo. On est dans une région. Le fait que Talon passe à la vitesse supérieure en décidant de choisir son dauphin, mais vous allez voir le déclic que cela va avoir chez les intellectuels, chez des gens. Les gens vont se dire, mais pourquoi pas au Togo? J'ai vu aujourd'hui, avant de rentrer en studio ici pour faire le live, c'est les Togolais qui étaient les premiers à partager la photo de Romial Rouadani. C'est les Togolais qui ont commencé par partager partout la photo de Romial Rouadani. Ça veut dire que c'est une admiration cachée. Ça aussi, c'est la symbolique des images. Ça veut dire que c'est une admiration cachée. Quand les Togolais partagent la photo de Romial Rouadani, en disant oui, Talon a choisi son successeur, c'est que les gens pensent que c'est la bonne chose. Et c'est ce qu'il faut pour nous. Donc, tous ces symboles-là participent à réveiller les gens, à maturer la contestation, à faire prendre conscience aux gens. C'est un processus. Donc, chapeau à nos frères de Paris, ceux qui ont manifesté à Lomé, un peu partout, qui ont brisé la peur. Et voilà, donc ça c'est Paris. Ouais, c'est Paris. Ça c'est à Paris, où il y avait du monde. Ok, merci beaucoup. On va passer à autre chose. Et salut à toi, Isidore, pour la technique. Salut. On va passer rapidement. Il y a un gros dossier, mais je pense qu'on ne va pas l'attaquer aujourd'hui parce qu'il se fait tard. On va passer rapidement à un dossier de AMU
L'autre dossier, on va le réserver pour la semaine prochaine, pour libérer les gens. Et on a un invité spécial dans le studio. Je vais demander à la technique de faire monter notre invité. On va parler de AMU, INAM et puis Hôpital Mère-Enfant. Et on va aller très vite. Et puis on va passer à autre chose. Oui, je disais à quelqu'un que... il y a quelqu'un qui me dit... Non, moi je ne réponds jamais... Je ne réponds jamais aux attaques. Hein. Vous savez, nous, on nous apprend, on est des journalistes, on a droit à la parole, mais on nous apprend aussi la loi du silence, quand il faut se taire et observer les gens. Voilà, ça fait presque 20 ans que moi je suis dans cette galère-là, comme on insulte partout, je ne réponds jamais à personne. Et donc, quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Parfois, ceux qui parlent n'ont même pas d'informations, ils racontent tout et n'importe quoi. Donc, il ne faut pas leur donner d'importance en leur répondant. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. C'est des gens qui aiment la polémique. Nous ne sommes pas là pour créer la polémique, on est là pour travailler, pour avancer, pour rester focus sur nos objectifs. C'est le plus important. Mais, voilà. Donc, si on pense qu'on peut aider, on aide, on apporte un soutien, c'est tout. Voilà. Alors, salut, cher invité. Salut, cher Ferdinand. Comment vas-tu? Ah oui, je vais bien. Je vais monter le volume. Ah oui, on est plutôt... Allô, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Parfait, parfait. Maintenant, on est sur TikTok. Ah, excusez-moi. Oui, effectivement. On est sur TikTok parce que mon ordinateur a un petit souci technique. Donc, je n'arrive pas à me connecter via le studio. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, excuse-moi. Bon, je pense que ceux qui sont dans le studio, ils écoutent aussi dans le studio, ils écoutent sur YouTube et tout ça. Alors, nous recevons aujourd'hui notre frère Ditri pour parler de la dette du Togo, dans la droite ligne de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est un complément qu'on voulait faire. Et ça, cela concerne AMU, INAM et tout ça, et surtout l'hôpital Mère-Enfant qui a englouti des milliards. On veut savoir où en sont les travaux aujourd'hui, combien on a englouti dans ce projet-là, et pourquoi, depuis là, on en est encore à ce niveau. Alors, AMU, INAM, vous savez, INAM a été créé, je ne sais même plus trop quand, a été mis en place, je pense, depuis 2011, voilà, et INAM, voilà, qui a été créé, je pense, depuis 2011, en 2012, le général de l'INAM a été placé sous la responsabilité de Madame Myriam Dessou. Je pense qu'il y avait quelqu'un avant elle. Myriam Dessou qui fait partie du réseau de Madame Victoire Tomiga. Je vous avais expliqué les deux réseaux qui se sont battus pour le contrôle des assurances maladie. Le réseau Madame Dobé et le réseau Ingrid Awadé. Et à la fin, c'est Ingrid Awadé avec ses soutiens, tout ça, qui a repris... non seulement elle a fait créer AMU pour concurrencer ou fragiliser INAM, mais une fois que Myriam Dessou a été éjectée, elle aussi, après avoir fait les malversations dont elle s'est rendue responsable, Ingrid a récupéré tout ça, parce que quand on parle d'assurance maladie au Togo, c'est beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais dans quel état les assurés sont, comment les gens arrivent à être pris en charge. Vous verrez les fonctionnaires, ils se plaignent partout. J'ai eu des fonctionnaires qui m'ont dit on leur a prélevé de l'argent alors qu'ils partaient à la retraite et qu'aujourd'hui ils sont partis à la retraite et ils n'ont pas la contrepartie et que c'est de l'escroquerie. Vous parlez de AMU à tous les fonctionnaires et vous diront que c'est une escroquerie. Et donc le dossier d'aujourd'hui, c'est pas spécifiquement sur AMU INAM, mais on va parler un peu de l'hôpital Mère-Enfant, quitte à revenir sur AMU INAM après. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous décortiquer aujourd'hui, M. Ditri, s'il vous plaît? Oui, alors, bonjour à tous d'abord et vraiment merci encore pour cette invitation. Je voulais justement qu'on s'attarde un peu sur le projet HME, c'est-à-dire Hôpital Mère-Enfant, qui était un projet géré par l'INAM. L'INAM, comme tu l'as dit, présidé par Madame Myriam Dessou. Ouais. Donc,
plus succinctement, le projet HME, projet hôpital mère-enfant, c'est un projet donc de construction d'un hôpital, hein, d'un grand hôpital mère-enfant à Lomé, qui devait comporter à peu près 130 lits, d'une capacité de 130 lits, et de 4 autres centres de santé d'une capacité de 50 lits dans 4 autres localités, notamment Amou-Oblo, Agné, Sotobois et Guérin-Kouka. Voilà. Donc, ce projet vient en fait dans la continuité du projet que vous avez dont vous avez dû entendre parler, c'est le projet Wezu. Okay. Wezu qui était financé par la Banque mondiale et qui consistait quelque part à améliorer les prestations de soins à destination des mères et des enfants nés prématurément, ou donc voilà, une prise en charge, une meilleure prise en charge de la naissance en fait au Togo. Donc ce projet était donc dans la suite logique de ce projet, de cette politique-là sociale qui était mise en place, c'était donc de construire maintenant les structures qui doivent accueillir les assurés, hein, par ce projet Wezu notamment. Donc c'est un des projets dont a hérité l'INAM, hein, conformément à ses attributions par la loi 2011 dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, quel est justement le contenu de ce projet, sa durée de réalisation? Voilà, normalement, ce projet devait commencer, il a été commencé d'ailleurs en 2022 et il devait durer 30 mois, c'est-à-dire devait se terminer normalement en février 2025. Mais il y a eu une prorogation, une sorte de prolongement de 6 mois au cours de l'exécution du projet. Donc, normalement, le projet devait se terminer en février 2025. Il a été prolongé un peu, mais actuellement, il y a des difficultés. Donc, je te laisse continuer. On en reparlera un peu plus tard. D'accord. Alors, quelle est l'origine du financement de ce projet? Parce que il y a pas mal de soucis. C'est quoi l'origine du financement? Est-ce que c'est un financement togolais? C'est un financement des partenaires extérieurs? Qui a mis l'argent dans ce projet? Voilà, et c'est là, ça rejoint vraiment le live qu'on a fait il y a 2 semaines. Le financement provient donc d'un prêt qui a été fait à l'étranger. Ouais. Voilà, donc ça relève donc de la dette extérieure, et la dette extérieure. Il y a une infographie qui est là pour illustrer ce qu'on est en train de dire, donc vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, donc il y a donc ça rejoint vraiment le live qu'on a fait il y a 2 semaines sur la dette. Ouais. Donc le financement provient donc d'un prêt. Normalement, déjà, je veux rappeler que le total du financement, c'est 50 millions d'euros. Et ces 50 millions d'euros ont été financés en partie par un don de 17,5 millions d'euros de la part de la famille royale des Émirats Arabes Unis. Famille royale des Émirats Arabes Unis. Famille royale des Émirats Arabes Unis. C'est pas une banque, c'est la famille royale. C'est pas une banque. Alors, c'est la famille royale qui fait un don de 17 millions d'euros à l'INAM. Donc, le membre de cette famille s'appelle plus précisément Cheikh Ahmad Abdoul. Donc, c'est un des princes. Hein. Vous savez, ils sont nombreux dans leur famille. Cheikh Ahmad Abdoul, qui est un membre de la famille royale aux Émirats Arabes Unis, fait un don de 17 millions d'euros, c'est ça? Ou de dollars? C'est ça. Voilà. C'est ça. À l'INAM. Pour construire des hôpitaux. Quand on parle ici de don, est-ce que c'est le terme technique employé par les partenaires ou bien c'est un don, c'est gratuit, il est très content et puis nous a donné autant de milliards? Alors, voilà, c'est vraiment un don. Dans ce cas, c'est vraiment un don. C'est le terme technique qu'ils emploient. Ils ont même conclu une sorte de convention de don, qu'ils appelaient comme ça, convention de don. Et c'est pour le financement partiel du projet. Et ce don de 17 milliards devait servir également au paiement des charges et frais financiers du prêt complémentaire qui va être fait. C'est 17 millions d'euros et non 17 milliards. Non, 17 millions d'euros. 17 millions d'euros. Ça fait quoi? Ça fait 11 milliards ou quelque chose comme ça? Oui, 11,5 milliards de francs CFA. Voilà, donc un prince arabe, il est très content, il se lève et puis il nous donne 11 milliards pour nous aider. Il nous donne 11 milliards. C'est bon. Maintenant, si
moi, j'aimerais bien quand même qu'on remette ça dans un contexte plus particulier. On avait parlé la dernière fois des exportations d'or qui se faisaient majoritairement vers les Émirats Arabes Unis. Tout à fait. Donc, voilà, donc il faut quand même signaler quand même que les Émirats Arabes Unis sont destinataires de beaucoup d'or qui passe par le Togo. Voilà. On avait estimé sur 10 ans, il y en a eu pour 4 000 milliards de francs CFA d'or qui ont été exportés vers les Émirats Arabes Unis. Donc, quelque part, on se demande s'il n'y a pas un rapport entre ces dons et ces opérations clandestines qui se font entre nos deux pays. Voilà. On va fouiller. Maintenant, à part lui, qui a encore participé au financement de ce projet? Voilà. À part lui, il y a donc la Banque Santander, une banque espagnole, qui nous fait un crédit, donc qui nous fait un prêt, là c'est un vrai prêt, de 32 millions d'euros, 32,5 millions d'euros, soit 65% du total du financement, pour pouvoir financer donc ce projet. Et ces 32 millions d'euros sont à... C'est vrai que le son n'est pas audible sur YouTube, c'est vrai? Il y a un problème de son sur YouTube? Bon, vas-y un peu plus fort. Vas-y un peu plus fort. D'accord, bon, mais... Ok. Donc, sur l'autre partie du financement a été assurée donc, par un crédit qui a été fait auprès d'une banque espagnole à hauteur de 32 millions d'euros. 32,5 millions d'euros. D'accord? Et ces 32 millions... 16 milliards. Voilà. 32 millions d'euros, ça fait à peu près 21,32 milliards. Ah ouais, 21,32 milliards, ok. 21,32 milliards. Donc, et ce prêt, on doit le rembourser au bout de 20 ans. Enfin, on doit le rembourser, pardon, en 20 mensualités, en 10 ans. C'est-à-dire qu'on on rembourse en 2 mensualités par an, une fois tous les 6 mois. Donc, c'est un prêt qui a un intérêt à peu près de 3%. Donc, dans les contrats, alors, dans le contrat de prêt, plus précisément, là, je voudrais insister, le contrat de prêt que nous avons à disposition, que nous avons pu consulter, ce contrat de prêt, la partie qui mentionne les intérêts ont disparu du contrat. C'est-à-dire que les pages où c'était marqué l'intérêt bancaire, les pages ont disparu du contrat. Donc, en revanche, il y avait eu un avenant, pour faire un financement complémentaire. Et dans cet avenant, on a vu que le taux d'intérêt pratiqué était de 3% et quelques. Donc, on peut facilement estimer que le taux d'intérêt minimum pour ce prêt a été de 3% sur 10 ans. Okay. Sur 10 ans, voilà, à rembourser en 20 mensualités. Et tout ça, c'est avec l'argent du Togo. Hein. Donc, je précise que dans le contrat de prêt, justement, je voulais préciser ce passage que j'ai lu dans le contrat de prêt, c'était que parce que l'INAM était un établissement public administratif, toutes les obligations, toutes les dettes qu'elle contracte deviennent des dettes souveraines de l'État. Oui, je comprends. Donc, il est bien spécifié dans le contrat de prêt que toutes les dettes, tous les prêts que fait l'INAM deviennent des dettes de l'État. C'est-à-dire, des dettes de l'État, c'est nous, citoyens, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, c'est notre dette. C'est nous, c'est nos impôts qui vont régler cette dette au final, in fine. Ok. Alors, qui est le garant définitif du crédit? Alors, voilà, le garant de ce crédit, c'est le ministre de l'économie et des finances. C'est le ministre de l'économie et des finances. Et d'abord, c'est M. Sani Yaya qui est intervenu dans ce dossier dans un premier temps. Il faut savoir que, bon, le projet, comme je l'ai dit, a commencé en 2022. Hein, donc, les négociations étaient déjà en cours, déjà en 2021. Donc, c'est lui qui a donné sa garantie, c'est lui qui signait les garanties autonomes pour ce crédit-là, pour pouvoir financer le projet. Maintenant, ce que nous savons, c'est que il signait facilement. Monsieur Sani Yaya signait facilement quand Madame
comment elle s'appelle, pardon, Myriam. la directrice Myriam était là, il signait facilement. Maintenant que Madame Myriam Dossou n'est plus là, que le ministre Sani Yaya également n'est plus là, ben, là, les signatures pour les prêts sont devenues un peu plus difficiles. Mais on y reviendra plus tard concernant Monsieur Essowe Barcola. Est-ce que, quelle est la durée du remboursement? Tu as abordé ça tout à l'heure, le taux d'intérêt. Oui. Alors, l'argent a-t-il été totalement décaissé? Oui, l'argent a totalement été décaissé. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent hein, dans le dossier. L'argent a totalement été décaissé, mais malheureusement, on n'a pas eu un taux de réalisation à 100% sur tout le projet. Voilà. Donc là, j'enchaîne avec la question suivante. Hein. C'est le taux de réalisation. Ouais. Il faut savoir que, en ce qui concerne l'hôpital de Lomé, on était à 90%. Le CHU de Toglekope, on était à 90% à peu près de taux de réalisation. À Amou-Oblo, on était à quasiment 100%. À Agné, on était à 90%. À Sotobois, 80%. Et à Guérin-Kouka, on était à 72-73%. Et tout ceci, voilà. Au-delà du temps imparti. Au-delà du temps imparti, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Et il y a plusieurs prestataires qui se plaignent, qui n'ont pas été payés. Ça, c'est des informations que je t'apporte. Des gens qui ont travaillé sur les chantiers, les ouvriers qui sont à l'abandon, des gens qui ont saisi du matériel, des sous-traitants. Bon, il y a d'énormes problèmes, des dettes, les Turcs qui sont repartis. Mais là, ils essayent de reprendre un peu les activités pour terminer les chantiers. Mais il y a d'autres difficultés. Quelle a été l'implication des services administratifs d'appui dans ce projet? Voilà. Et effectivement, il y avait certains services administratifs qui m'ont interpellé dans ce dossier. Tu sais que dans la dernière fois, dans le dernier débat, on avait remarqué que les services administratifs et d'appui absorbaient une grande partie de la dette extérieure. Et là, nous avons des exemples concrets de services administratifs. Donc là, dans le cadre du projet, il y avait notamment un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, souvent, c'est des études qui sont faites. C'est pas des maçons, c'est pas des ouvriers, c'est pas des voilà. Mais c'est des études qui sont faites peut-être par des architectes, des ingénieurs, des architectes. Et quel cabinet a eu cette étude? Alors, dans le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est l'agence IDEA de M. Payé-Binesio Limazier, qui en est le DG, qui, je rappelle, est aussi actionnaire de la SOGEP, la société de gestion de l'hôpital Dr Lafia. Oui, c'est ça. On en a parlé dans un live beaucoup plus tôt. Alors, ce contrat, par exemple, a coûté 252 millions de francs CFA sur les fonds privés, sur les fonds propres de l'INAM. Et il faut savoir que sur les 252 millions de francs CFA, M. Limazier, à lui seul, touchait 50 millions de francs CFA à titre de rémunération. Ah ouais. Et là, on ne parle même pas encore de construction, on ne parle pas encore de gros travaux, on parle juste d'études. Ah ouais. Ensuite, on a eu aussi un contrat d'assistante juridique qui a été confié au cabinet, le cabinet Akeregourou et partenaire de l'avocat, voilà, de l'avocat, du fameux avocat Akeregourou, qui est aussi maire, je crois. Et c'est un contrat d'assistance juridique. Lui, il a encaissé 19,5 millions de francs CFA pour un travail d'un mois, à peu près. Ok. Voilà. L'agence IDEA travaille 36 mois pour 252 millions. Voilà, c'est ça. Pour 252 millions, il a travaillé. Alors, en fait, il travaille sur toute la durée des travaux. Mais c'est pas encore... Normalement, c'est fixé pour 36 mois. Mais les travaux ne sont pas terminés. Donc, ils n'ont pas encore terminé leur travail, on va dire. Ensuite, il y a le plus gros contrat qu'on a vu. C'est le contrat du cabinet Deloitte Togo, qui est dirigé par Madame Maryse Adotevi. Alors, c'est un contrat multiforme. Alors, il y a des contrats de réalisation d'études de faisabilité, d'études d'impact environnemental et social, d'élaboration de business model, de plans d'affaires, d'audit, de conseils, plein. Enfin,
Et tout ce travail d'étude administratif, je précise, a été facturé à 287 millions de francs CFA et a duré sur une durée de 11 mois. Voilà. Et sachant que Madame Maryse Adotevi était l'une des mieux payées sur ce pactole-là, puisqu'on a le détail de toutes les rémunérations qui se sont octroyées dans ce contrat. Donc voilà les principaux contrats d'assistance administrative et d'appui qu'il y avait dans ce projet. Et il faut remarquer que, écoutez, on connaît déjà les accointances entre M. Limazier et Mme Awadé. Voilà, donc on remarque facilement. Et aussi M. Akerebourou, qui est aussi un maire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Limazier aussi agent au maire à Gonigo. Ah ben voilà, donc il y a quand même d'importants conflits d'intérêts là. Ouais. Donc c'est quand même à signaler, il faut quand même le signaler. Donc on peut dire quelque part que ce sont des contrats qui ont été confiés à des amis, des copains. Voilà, c'est quand même inquiétant. Exactement. Il faut interroger ce genre de choses. Alors pourquoi les travaux se sont arrêtés? Je pense que c'est l'avant-dernière question. Voilà. Donc les travaux se sont arrêtés parce que en 2024, donc Madame Myriam Dossou, qui était encore directrice de l'INAM, avait souhaité faire passer à une seconde phase de ce projet. C'est-à-dire qu'il y avait une première phase que je vous ai énumérée tout à l'heure avec un CHU de 130 lits et 4 autres centres de santé de 50 lits chacun. Ouais. Alors, Madame Myriam Dossou voulait augmenter les capacités. Ouais. Donc, pour le CHU de 130 lits, elle voulait passer à 186 lits. Okay. Donc, elle voulait augmenter de 56 lits et augmenter les autres centres de 1 lit chacun. Ouais. Donc, quand elle a fait elle a rédigé son plan, ça lui revenait à un coût de 35 millions d'euros. Bon, 35 millions d'euros, il faut pouvoir financer. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est rapprochée de la banque espagnole pour obtenir un prêt, une offre de prêt. Ouais. D'accord. Elle a obtenu une offre de prêt de la part de la banque espagnole et elle a signé. Elle-même, elle a déjà signé, elle a déjà approuvé. On lui a fait la proposition, elle a signé. Et elle a soumis ça donc à la validation du ministre de l'économie et des finances d'alors. Et pour pouvoir, puisque c'est eux les garants, le ministre de l'économie, c'est le garant des contrats. Ouais. Il se trouve que, entre-temps, en 2024, il y a eu tous les remaniements ministériels qu'on connaît. Et que M. Barcola est devenu donc ministre de l'économie à un moment au cours de l'année 2024. Et à la fin de l'année 2024, c'est-à-dire en décembre 2024, il répond à Mme Myriam Dossou, en tout cas au nouveau directeur de l'INAM, pour leur dire que lui, il n'est pas d'accord pour ce financement complémentaire, donc pour la phase 2. Pourquoi? Et c'est la lettre dont tu as parlé la semaine passée. La dernière fois. Voilà. Dans la lettre, il nous dit expressément que il ne peut pas financer parce que ils ont déjà atteint le plafond de financement imposé par le FMI. Ouais. Et donc qu'ils ne sont plus en mesure d'aller plus loin, de financer ces services sociaux-là, c'est-à-dire on va dire ces infrastructures sociales qui devaient normalement pouvoir faciliter l'accès aux soins à une population moins fortunée. Donc, il nous dit clairement, monsieur Barcola, qu'il n'est plus en mesure de donner sa garantie pour un prêt de 35 millions d'euros supplémentaires pour prolonger pour la phase 2 de ce projet. Donc, c'est une illustration de l'effet d'éviction dont j'ai parlé il y a 2 semaines, c'est-à-dire le fait qu'on se soit tellement endetté que ça nuise aujourd'hui aux investissements sociaux du gouvernement. Donc, parce qu'on est tellement endetté, parce que notre dette n'est plus viable, parce qu'on a dépassé tous les plafonds imposés par l'UMOA,
comme critère de convergence pour assurer la soutenabilité de notre dette, parce qu'on a explosé tous ces plafonds-là. Aujourd'hui, on n'est plus capable de pouvoir emprunter encore de l'argent dans des conditions normales pour financer des services sociaux comme ceux-là dont on a parlé. D'accord. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on apprend de ce dossier? On apprend de ce dossier. En conclusion, ce qu'on apprend de ce dossier, c'est que il y a eu une gestion sous Madame Myriam Dossou. Ouais. Il y a eu une gestion qui est très, comment dire, qui porte à confusion. Ouais. C'est une gestion qui laisse à désirer, ouais. Puisque je rappelle que les travaux de ce projet ont été arrêtés depuis septembre 2024. Ouais. D'accord? Sachant que normalement, il devait se terminer en février 2025. Ouais. Les travaux ont été arrêtés plus tôt. Pourquoi? Faute de financement. Ouais. Et tu l'as signalé tout à l'heure qu'il y avait eu des sous-traitants togolais qui avaient eu du mal à être payés. Et ils sont pleins on n'a pas compris. Voilà, parce que le constructeur, l'entreprise constructrice qui a eu le contrat, c'était une entreprise hollandaise, pardon. Une entreprise hollandaise, et on nous dit que dans le capital de cette société-là, ce sont des Turcs. Ouais. Bon, maintenant, on apprend que ils ont fait la malle, ils sont partis et qu'ils ont laissé en plan beaucoup d'ouvriers et beaucoup d'entreprises sous-traitantes. Sur le carreau. Sous le carreau. Au point où, déjà en 2024, il y a eu un financement direct de la part de l'INAM de ces sous-traitants-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte de préfinancement, c'est-à-dire qu'on a essayé, on est parti prendre de l'argent en avance sur le prêt pour pouvoir financer directement les sous-traitants. Donc, quelque part, il y a eu une mauvaise gestion, je pense, de ce projet sur le plan financier, et c'est ce qui justifie que les travaux ont été arrêtés depuis septembre 2024. Donc, ça interroge. Il est important, moi je pense que l'inspection générale de l'État ou la Cour des comptes se penche sur ce sujet-là et nous fasse toute la lumière sur comment l'argent a été dépensé, où c'en est du projet exactement, et surtout la qualité de ces structures qui ont été construites. Parce que je rappelle que pendant toute la construction de ces structures-là, l'accès était interdit au public. Donc, quasiment personne ne pouvait aller sur place pour aller voir si le projet avançait bien ou pas. Mais on sait juste que la structure d'Amour-Oglo a été livrée récemment, on l'a vu, c'est le seul qui a été vraiment livré officiellement. Et la qualité avait l'air d'être au-dessus de celle de Dr Lafia. Ouais. Dr Lafia. Donc, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que financièrement, le projet a été bien géré? Voilà, parce que avant même que le projet se termine, il n'y a plus de fonds dans les caisses. Ouais. On demande, la directrice a demandé à faire un financement complémentaire qui a été refusé par le ministre. Donc, désormais, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait eu besoin de ce financement complémentaire? Et voilà, important de faire cette lumière-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ditry. On vous a pris un peu votre fin d'après-midi pour qu'on analyse ensemble ces documents-là que nous avons essayé de partager ensemble. Je vous rappelle que l'INAM est désormais dirigé par M. Justin Tilabalo-Pilanté, qui est un bras droit de Ingrid, pratiquement son garçon de course, et qu'aujourd'hui, l'INAM est géré de façon aussi opaque, une gestion basée sur la peur, sur la délation, sur l'allégeance au régime, sur le financement des activités politiques. L'INAM qui doit s'occuper des fonctionnaires, qui doit s'occuper des retraités qui ont cotisé, qui attendent d'avoir des meilleurs soins. Aujourd'hui, on dévie les fonds de l'INAM pour les activités politiques, des prises de participation dans des sociétés bidons. On reviendra là-dessus, comme une société qui a été créée, qui s'appelle Kissema. Voilà, le DG de l'INAM s'inscrit dans la droite ligne de ce que Mme Ingrid Awade fait, parce qu'il était avec Mme Ingrid Awade avant d'être nommé à l'INAM.
qui ne fait que la promotion des gens de la CNSS, donc les gens de la boîte dont on est venu. Et donc, il y a une atmosphère assez compliquée à l'INAM là-bas, et les fonctionnaires se plaignent, nous reviendrons là-dessus. Et donc, je pense que on va s'arrêter là aujourd'hui. On a pris un peu de temps. Il m'a été rappelé par ceux qui me suivent que quand le live est trop long, il n'est plus assez intéressant. Il y a certains qui suivent un peu, qui repartent et qui reviennent. Et donc, merci beaucoup au frère Ditri pour avoir consacré un peu de ton temps qu'on analyse ensemble ces documents-là. Je peux soumettre d'autres documents en tant qu'expert pour d'autres analyses. On reviendra sur les sociétés de sous-traitants qui ont été marginalisées dans cette affaire, qui traînent des dettes. Il y a un gros dossier qu'on voulait passer aussi sur une des collaboratrices de ce fonds national, Mme Vidiola Tekumbo. Bon, c'est un dossier un peu lourd. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, merci infiniment à mon frère Ditri pour moi qui te remercie. La disponibilité. Avec plaisir. En souhaitant